Ok les gars, c'est parti pour cette longue vidéo. Alors, quand je dis longue, peut-être une bonne demi-heure en tout cas. Et on va parler des actualités macroéconomiques, bien sûr. Et ensuite, les cryptos, le Bitcoin. Donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Donc, top 5 des dossiers importants là, pour les marchés là, pour la semaine du 11 mars. Donc, pour cette nouvelle semaine qui commence, on est lundi. On va voir ce qui est voilà, le top 5. Et dans l'ordre en plus. Donc, les données sur l'inflation aux États-Unis. Bien sûr, c'est ce qui nous intéresse principalement, c'est ce qui intéresse les investisseurs du monde entier, qui ont les yeux rivés sur les taux d'intérêt et les chiffres de l'inflation. Parce que c'est ça qui va provoquer soit un crack de l'économie, un crash qui ferait faire chuter complètement les actions, ou soit dans le sens inverse, si par exemple la Banque centrale favoriserait la baisse des taux pour relancer la croissance, bah là, ça provoquerait une explosion des marchés en bourse, c'est-à-dire des actions qui explosent à la hausse et qui pourraient rapporter d'énormes gains aux investisseurs. Donc ça, c'est la chose la plus importante qu'on va surveiller encore cette semaine-là et quasiment toutes les semaines. Ensuite, on a le boom du Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin, qui vous allez voir, est en train de battre des records. Et on est en recherche maintenant de prix, on est au plus haut déjà sur le Bitcoin. Ça maintenant, ça attire les yeux de tous les investisseurs et de du monde de la finance. Parce que le Bitcoin, là, est maintenant en recherche de records. Chaque jour qui passe, on se demande jusqu'à où ça peut aller. Voilà, ça a des niveaux. On va y aller juste après, là. On va y aller sur les cryptos et sur le Bitcoin tout à l'heure. Donc, le prix du pétrole aussi à surveiller puisque ça a des conséquences sur l'inflation. Donc, vous savez que la Russie et l'Arabie Saoudite se sont encore mis d'accord pour baisser les prix voilà, du baril par jour. Voilà, dans le but de faire mal à leurs acheteurs, tout ça, aux Européens, tout ça. Et donc, on va voir s'il faut faire attention à ce que les prix n'explosent pas trop. Ça pourrait impacter l'inflation. Et si ça impacte l'inflation, ça va bouleverser les plans des banquiers centraux, de la Banque Centrale Européenne, qui va être obligé de soit maintenir les taux plus longs pour refroidir l'économie, ou soit même les réaugmenter. Et là, ça pourrait avoir des conséquences sur les marchés, ça pourrait faire chuter les actions en bourse. Et donc, c'est pour ça que les investisseurs ont les yeux rivés sur ça. Ensuite, bien sûr, les marchés actions, simplement, hein, la bourse, tout ça, parce que, surtout aux États-Unis, et même de toute façon en Europe, le CAC 40, l'indice français par exemple, tout est au plus haut. Là, on a Nvidia qui mène avec l'intelligence artificielle qui mène les actions, toutes les actions mondiales à la hausse. Et là, on est peut-être à des niveaux absolus, peut-être qu'on a ce qu'ils appellent une bulle, qu'on aurait les marchés qui pourraient éclater et cracher complètement. Alors moi, de ce que j'en pense, je ne crois pas à ça, puisque on s'approche de la baisse des taux d'intérêt, que la Banque centrale va être obligée de faire, parce que là, elle fait très mal à l'économie, ils vont être obligés de rebaisser les taux, de favoriser la croissance. Bah ça va stimuler les actions et les faire partir encore plus haut. Et il n'y a aucune chose là. En fait, il n'y a rien qui laisse présager un crash. L'économie américaine est très solide alors que l'inflation baisse, même si ça prend du temps. Mais les Américains, là, surtout la Fed, a les choses en main. Et donc, je ne vois pas de crash arriver personnellement. Après, chacun voit comme il pense. Il pourrait y avoir d'autres facteurs, vu que, par exemple, la France va en guerre avec l'Ukraine. Enfin, on pourrait avoir le déclenchement, je ne sais pas moi, d'une nouvelle guerre mondiale. Ça, par contre, ça pourrait faire crasher les marchés. Mais en tout cas, en termes macroéconomiques, j'ai pas de quoi être inquiet. Mais par contre, en termes géopolitiques, là, il y a de quoi être inquiet, puisqu'on est proche d'une guerre nucléaire avec la Russie, tout ça. Donc voilà, il faudra à chacun... Voilà, et là, ça touche même la crypto. Hein. Là, une guerre ou des choses comme ça peut impacter même la crypto. Donc il faut être prudent dans ses investissements. Il faut se laisser quand même du cash de côté, ou voilà, investir mais avec une grande prudence, ou même laisser couler si vous ne le sentez vraiment pas, à chacun de voir. Moi pour l'instant, je continue ma charge, j'investis fortement puisque j'ai aucun catalyseur
à part la guerre qui pourrait intervenir, mais bon, ça, voilà, ça arrive, voilà, hein, je pourrais rien faire. Enfin, je peux pas suspendre, alors que, voilà, Nvidia crée de la valeur, vend des milliers de GPU à 40 000 dollars l'unité et fait des chiffres d'affaires enfin, monstrueux. Je peux pas, en fait, passer à côté de ces bénéfices et c'est le cours de l'action qui explose. Et voilà, donc en fait, j'investis en bourse, j'investis en crypto, puisque les cryptos, on est dans un cycle et là, on voit que tout est très clair pour aller plus haut. Donc voilà, je peux pas, à cause peut-être d'une guerre ou d'une catastrophe, éviter, enfin, ne pas prendre le risque d'investir, parce qu'il y a trop de gains à prendre en ce moment. Donc voilà, à chacun de voir, voilà, par rapport au risque, à chacun d'évaluer s'il faut investir ou pas. Donc là, voilà, ici, on va voir qu'est-ce qu'il y a cette semaine. Donc, Monday, on a les chiffres d'Oracle, qui est une entreprise, Oracle. Donc, surtout, ce qui nous attend, nous, c'est surtout, apparemment, Tuesday, jeudi. Non, c'est même, ouais, jeudi et... bon, il n'y a que jeudi, apparemment, où il y a des choses importantes. Donc, mardi, on a les chiffres de l'inflation, apparemment. Ah, non, ça, c'est très important. Ça, vous voyez, à 3 étoiles. Hein. Tout ça, c'est important. Donc, les chiffres de l'inflation, ensuite, des chiffres des résultats du chômage, les ventes au détail aux États-Unis. Tout ça, c'est très important. Mais surtout, ce qui va arriver mardi, les chiffres de l'inflation, là, les yeux seront rivés. C'est la plus grosse attente de la semaine. Demain, mardi, les chiffres de l'inflation. Chaque semaine, on va les réévaluer et chaque semaine, les investisseurs vont se faire une idée et vont essayer d'anticiper les gestes de la Fed, les décisions de la Fed. C'est comme ça. En fait, on est dans un marché très psychologique où on essaie d'anticiper les décisions pour essayer de faire des gains. C'est comme ça que ça marche sur les marchés. Donc voilà par rapport à ça. Donc sinon, les contrats à terme là sur les actions chutent légèrement. Après la pire semaine du Dow Jones depuis octobre. Donc, les contrats à terme, c'est les négociations avant les heures d'ouverture du marché ou après en fermeture. Donc, c'est en dehors des heures de négociation. C'est ça, les contrats à terme. Enfin, voilà. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les négociations avant les heures d'ouverture sont à la baisse. C'est-à-dire que les actions sont en train de baisser avant l'ouverture des marchés. Vous voyez? Donc, c'est les indicateurs qui montrent que les actions sont en train de baisser aujourd'hui avant que les marchés américains ouvrent. Ils ouvrent à 15h30 heure française. En France, les marchés français et européens ont déjà ouvert. Hein. C'est le matin à 8h. Voilà. Mais je ne me concentre pas trop sur les actions françaises qui apportent moins de valeur et moins de bénéfices, moins de croissance. Je suis plus concentré sur les actions américaines qui apportent plus de valeur et donc plus de croissance, plus de retour sur investissement. Et donc là, il est 13h, enfin 14h quasiment à l'heure où j'enregistre. Les marchés ouvrent dans 1h30. Et là, on a pour l'instant les actions qui sont en baisse. Mais attention, quand on dit que les actions chutent, ce n'est pas toutes les actions. Et même si on a les indices qui chutent avant les heures d'ouverture, là, on peut voir par exemple, les plus gros mouvements, là, les actions qui effectuent les plus grands mouvements avant les heures de négociation, avant la commercialisation. Et là, on a Coinbase, par exemple, et toutes les sociétés de crypto qui sont sous la hype du Bitcoin, par exemple, qui sont en train d'exploser. Déjà, Coinbase et MicroStrategy ont augmenté d'environ 6 à 8% avant les heures de négociation. Donc, dans les heures d'avant négociation, là, les contrats à terme, les actions ont explosé, les actions de crypto. Et on a d'autres actions ensuite, on peut regarder les autres actions, mais Nvidia a chuté, par exemple, eux. Mais par contre, comme je vous le dis, c'est pas toutes les actions. Faut mettre les cryptos, par exemple, les actions liées à la cryptographie, à l'écart, parce qu'elles suivent le mouvement du Bitcoin. Vous voyez? Et moi, j'en profite, puisque j'ai des actions Coinbase, j'ai des actions MicroStrategy, donc je vais prendre je vais être exposé à cette hausse-là, vous voyez? Tout comme je vais être exposé à Nvidia qui baisse de 1% aussi, hein, j'entends bien. Et Nvidia, c'est ma plus grosse, c'est mon plus gros bag, c'est là où j'ai le plus mis mon argent. Et là, Nvidia chute de 1%, c'est petit, mais voilà. En ce moment, Nvidia est en train de corriger, vous voyez? Et donc, avant de revenir sur Nvidia,
Là, on a Cathy Wood, une investisseur, enfin une investisseuse, je ne sais pas comment on dit, mais qui est très respectée dans le monde de la finance, qui révèle un marché, le marché des véhicules électriques, enfin les véhicules autonomes, pardon, c'est la suite. En fait, là, on passe aux véhicules électriques, mais la prochaine étape, c'est les véhicules autonomes. Là où Tesla se penche, et les drones volants. Les drones, voilà, qui seront le prochain moyen de transport, mais peut-être pas tout de suite, mais dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc là, voilà, Cathy Wood révèle déjà, d'après ses recherches, une opportunité de 28 milliards de dollars pour ces futurs secteurs. Et donc voilà, et elle dit que ici, bah, principalement pour les véhicules autonomes, il faut cibler l'action Tesla, parce que c'est Tesla qui est le plus en avance. Ensuite, on a des entreprises chinoises aussi, des VE chinoises, qui sont aussi en avance que des grandes technologies par rapport à la conduite autonome. Mais voilà, c'est principalement, oui, aux États-Unis, en Chine, qu'on a la conduite autonome. C'est déjà parti, hein. Ça a déjà commencé, mais ça va se développer jusqu'à qu'on va voir le contrôle, enfin, que la voiture roule vraiment toute seule. Et ensuite, on a déjà, donc la voiture autonome, c'est une opportunité à 28 milliards, hein. Rien que la voiture autonome. Vous voyez? Donc ça, c'est un énorme marché. Et Tesla va s'accaparer au moins le quart, voire la moitié. Quasiment la même domination que Nvidia aujourd'hui dans les cartes GPU là, pour l'intelligence artificielle. Il se pourrait que Tesla englobe tout par rapport aux véhicules autonomes et fasse un marché des taxis autonomes, par exemple. Vous voyez? Donc, considérez l'action Tesla. Bon, pour moi, c'est pas le moment d'investir sur Tesla, puisque là, en ce moment, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, ce qui fait que voilà, les prêts deviennent très chers. Et même pour acheter une Tesla, c'est souvent à crédit. Et là, les acheteurs peuvent pas trop faire de crédit, ce qui casse la croissance de Tesla. Donc c'est pas le moment pour moi, mais il y aura, il y aura un moment où il faudra rentrer sur Tesla, quand Tesla va revenir sur le devant de la scène. Quand la Banque centrale va rebaisser ses taux et qu'ils vont recommencer l'impression monétaire, là, il faudra revenir sur Tesla. Ici, les drones autonomes, un sujet très très brûlant aussi. Mais voilà, on a quelques solutions de drones volants, voilà, des sociétés américaines, chinoises aussi. Mais c'est pas l'heure des drones volants. Donc les drones autonomes. Quoique, si c'est pour la livraison, oui. Là, je sais pas trop. Ouais, ouais, bon, si c'est pour la livraison. Ah, ouais, il parle de la livraison. Je pensais que c'était pour le transport, le tourisme et le transport, voilà. Donc, pour le transport, c'est encore c'est trop tôt, voilà. Mais pour ce qui est de la livraison des drones, voilà, autonomes qui livrent toutes seules, là, c'est peut-être intéressant. Et c'est un sujet brûlant. Ça commence à venir de plus en plus réel. Et donc, voilà, il va falloir s'intéresser à ça. Et il y a des entreprises comme Walmart, Google qui se concentrent sur ça. Donc, il faudra retenir ça. Mais je trouve que même ça, c'est encore un peu tôt pour investir. Mais bon, à vous de voir en étudiant tout ça. Et donc voilà, hein, le terrible vendredi. Donc quand il parle du terrible vendredi, c'est le vendredi dernier là. Là, on est lundi. Vendredi qui est passé, bah, Nvidia, à la fin de la semaine, a chuté fortement de 5 ou 6%. Et là, ils disent que ça donne aux traders un aperçu de ce à quoi ressemblerait un ralentissement, bah, de l'élan là, de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc voilà, on a tout de suite, dès que Nvidia chute un peu, suite à des prises de bénéfices ou des choses comme ça, on a les articles, les sites qui se ruent pour crier à la panique ou dire que c'est la fin de Nvidia ou que ça y est, ça va tourner au ralenti et que c'est fini, tout ça. Voilà, à chaque fois que Nvidia va marquer une correction, voilà, c'est une correction saine. Il y a des prises de bénéfices après le fort rallye d'Nvidia. Et Nvidia va repartir à la hausse puisque ils vendent des milliers de GPU. Ils ont un contrôle, ils ont une avance totale. Vous voyez, les entreprises en ce moment voilà, achètent. Il y a même une pénurie bientôt de ces GPU. Il n'y a pas assez de GPU. Nvidia est à court d'offres, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça va encore. Parce que ça coûte très cher. Et Nvidia se gave sur ça. Et donc, tout ça là. Tous ces chiffres, ces bénéfices, ça va se retranscrire sur l'action Nvidia. Et donc l'action Nvidia va continuer à monter. Contrairement à la peur qu'on essaie de nous faire croire, parce que les gens regardent des charts très reculés. Et en fait, on a une courbe rectiligne en forme de verticale. Et ça laisse à penser que c'est une bulle ou des choses comme ça. Mais quand vous regardez sur 3 à 6 mois, vous voyez que bah, ça monte tranquillement de manière diagonale. Et ça poursuit sa hausse. Vous voyez? Donc voilà par rapport à Nvidia.
Aussi, en dehors de Nvidia, voilà, il y en a beaucoup qui voient des crashs. On a Robert Kiyosaki qui continue à dire que, voilà, les baby boomers, là, la génération de nos parents, tout ça, sont la première génération fragile, tout ça. Il dit que la bourse est sur le point de s'effondrer. En fait, la bourse, normalement, si on suit sa logique, parce que c'est l'auteur hein, de Père riche, Père pauvre, quelqu'un de très intelligent, tous les analystes, tous les vrais économistes, ceux qui s'y connaissent, disent que l'économie va cracher, va s'effondrer. Normalement, en théorie, oui, ça devrait se cracher parce que il y a une dette énorme et ils sont comme c'est un Ponzi qu'ils font. Mais le problème, c'est que ça va pas cracher parce que, enfin, si ça crache, ça va être immédiatement soutenu par les banques centrales. Ils vont recommencer à imprimer de l'argent pour voilà, un peu estomper le crack ou les choses comme ça. Donc en fait, ça fait des décennies que ça doit s'effondrer, mais ça ne s'effondre pas vraiment. On a eu plusieurs crises, les Lehman Brothers en 2008, enfin voilà, des gros crashs financiers, tout ça. Mais à chaque fois, voilà, ça revient. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un crash hein, avec la troisième guerre peut-être mondiale qui peut-être se profile. Peut-être, hein. Mais voilà, de manière générale, on sait que les banques centrales vont soutenir et empêcher les crashs et vont prendre des mesures. Vous voyez? Donc ça, il y a moins à s'inquiéter. Et Robert Kiyosaki recommande comme d'habitude d'acheter de l'or métal, enfin de l'argent métal et du bitcoin pour se protéger contre les cracks économiques. Donc, ici, là, on a un analyse qui appelle à acheter du Netflix, par exemple, qui va bondir de plus 20%. Je sais que ça va pas intéresser grand monde, tout le monde est sur la crypto, tout ça, mais ce que je voulais vous annoncer, c'est que, vous voyez ici, c'est un article pro. Vous voyez, là, je le surligne ici, là. C'est un article qui est pro. Parce que CNBC, on a des analyses qui couvrent, qui se lancent des articles. Et bah, en fait, cet article, normalement, on ne peut pas le lire. Mais moi, j'ai accès. Vous voyez que là, je défile. On peut lire ça. Après, je ne sais pas si je peux rester dessus et vous montrer ce qui a marqué dans le contenu. Peut-être que je serai censuré. Donc, je vais éviter ça. Mais c'est juste pour vous annoncer que je suis abonné à CNBC Pro, à Investing Pro, aussi, on va dire, à The Motley Fool, Seeking Alpha, Market Watch, Barron's Network, The Wall Street Journal. En fait, j'ai le compte premium pro de tous les grands sites financiers au monde. Vous voyez, ça m'a coûté pour à peu près hein, l'équivalent de 500 € en tout, à peu près. Mais ça fait longtemps que je voulais le faire et maintenant j'ai accès à toutes les données ou à des informations supplémentaires très creusées et aux analyses des experts en fait. En fait, c'est leur métier. Pour CNBC, c'est King Alpha, The Motley Fool, Investing, tous ces sites de finance. Il y a des analystes qui travaillent pour creuser sur les actions, les perspectives, les choses comme ça. Et donc, moi, maintenant, j'ai accès à tout ça. Et tous les jours, maintenant, je peux lire des informations que personne ou très peu de gens ont accès. Puisque j'ai payé pour être premium 500 €, j'ai accès à peu près une année et pour certains 2 ans d'abonnement pour voilà, avoir toutes les données sur toutes les actions, tout ça, pour me faire mes idées. Donc j'investis, on va dire, sur moi. J'investis pour avoir plus de données, pour mieux investir et avoir un meilleur retour sur investissement. Ça, en fait, ça va m'aider dans mes choix d'investissement. Et là, ça couvre tout, hein. Même les cryptos, tout ça. Ils comparent, même entre actions, entre cryptos. Voilà, des analyses très poussées qui donnent des détails. Et tout ça, moi, je ne vais pas vous lire les contenus des articles pro, mais je vais vous donner mes ressentis, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai englobé comme info. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il est important, si vous n'avez pas le temps de lire ou si vous n'avez pas accès à ces informations, vous n'avez pas les comptes premium ou des choses comme ça, vous pouvez simplement vous abonner à cette chaîne et profiter de toutes les informations que je vais retransmettre de tout ça et les recommandations que je vais faire par rapport à tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, on avance. Donc là, voilà, on rentre dans ce qui est la guerre un petit peu là. Et la relation donc spéciale sous pression entre Biden et Netanyahou. Et donc là, on a des relations, on va dire, tendues là. Vous voyez ici, marque des tensions visibles apparaissent dans les relations historiques étroites entre la Maison-Blanche et Israël. Alors que la guerre à Gaza se transforme en un désastre humanitaire qui s'aggrave.
Donc ça, c'est très très grave, ce désastre humanitaire-là. Et donc là, on a des tensions avec la première puissance mondiale et, j'ai envie de dire, leur maître israélien. Bon, cette image, je ne sais pas si je vais me faire censurer, mais voilà la caricature à peu près. Donc bon, l'Ukraine, voilà, le pion qui est envoyé au combat et qui est envoyé un peu par les Européens. Les Européens qui sont sous le contrôle américain et les Américains qui sont sous les ordres un peu, voilà, qui ont leur maître, on va dire, israélien. Donc voilà, voilà le nouvel ordre. Comme l'image est dit, je risque d'être censuré hein, pour des images comme ça, je sais pas. Je sais même pas si j'ai le droit de... Voilà. Après, c'est disponible sur Twitter. Mais voilà la situation. Et donc là, on a justement une embrouille entre les États-Unis et Israël, ou des tensions. Donc ça, c'est peut-être nouveau. On verra comment ça va se passer. Donc ça peut rebasculer toutes les cartes. On verra. En tout cas, Donald Trump, lui, le rival justement de Joe Biden, le rival républicain contre Joe Biden, a promis qu'il ne donnerait pas d'argent à l'Ukraine s'il devenait président. Et sans les États-Unis, l'Europe ne pourra pas financer le conflit. Et celui-ci prendra fin, a déclaré le Premier ministre hongrois Orbán. Donc, il y a un président qui est le président hongrois qui fait partie de l'Union européenne. Il est très lucide sur la situation et c'est qu'une victoire de Trump qui est très, on va dire, probable même, voilà, couperait les vivres à l'Europe. Et là, ça stopperait de toute façon, il stopperait la guerre tout de suite, dans les 48 heures. Donc, faut prendre ça en compte. Et donc, l'Europe qui est déjà quasiment... Voilà, hein, la Russie a quasiment gagné la guerre. L'Europe qui pourrait se faire couper, voilà, l'Occident qui pourrait couper voilà, hein, les dons vers l'Ukraine et les armes et les choses comme ça. Donc, attention, on s'approche de la fin de tout ça. Et donc, la Hongrie de Viktor Orban, justement, va ouvrir ses frontières à la Chine et permettre à des policiers chinois de patrouiller dans le pays. Donc, incroyable, surtout que la Hongrie fait partie de l'Union européenne et donc de l'autre camp, on va dire. Vous voyez ? Donc, cette décision met cette décision met en difficulté l'Europe et particulièrement Bruxelles qui ne voit aucun avantage à la présence de la Chine dans l'UE. Vous voyez ? Donc, vous voyez que l'UE n'approuve pas tellement cela. Alors que les relations se tendent entre le bloc de l'OTAN et les membres des BRICS à l'est de l'Europe, de nombreux mouvements stratégiques ont lieu. Voilà, hein. On a apparemment ici des patrouilles chinoises qui vont se balader en Hongrie, donc sous l'autorisation de la Hongrie. Il y a pas mal de choses qui se passent. Hein. Ici, par exemple, regardez, hein, l'Espagne qui reconnaît la Palestine comme un État indépendant. Vous voyez ? Bon, alors que l'Espagne, normalement, c'est normalement le camp occidental. Et le camp occidental est sous la joute américaine, si vous voulez. Et donc, les Américains sont dans le camp d'Israël. Donc, tout ça, là, c'est le même camp. Ouais. Ouais. Et ensuite, on va voir. Donc, on va voir ce qui va se passer. Hein, puisque là, on a la Hongrie qui voilà, qui laisse la Chine vadrouiller dans son territoire. Et on a à côté, on a l'Espagne qui reconnaît voilà, un État contre ses confrères, on va dire. Donc, je ne sais pas si vous avez... voilà. Donc, c'est assez spécial ce qui se passe. Peut-être que l'Europe ou l'Occident va se fracturer. Israël, Europe, États-Unis, tout ça, ça risque peut-être d'y avoir une fracture et de les faire sombrer. Donc, on verra ça. C'est intéressant. Il faut dire c'est intéressant. En attendant, la Russie de Poutine affirme que les États-Unis prévoient des cyberattaques contre leurs prochaines élections présidentielles. Vous voyez ? Donc, la Russie qui est sur ses gardes par rapport à ses prochaines élections. Poutine est le grand favori, hein, il ne devrait pas y avoir de surprise. Mais apparemment, les États-Unis prévoient des cyberattaques. Donc, ils essaient de trafiquer, je ne sais pas, informatiquement, les élections présidentielles en Russie. On verra. S'ils peuvent essayer de saboter Poutine, de l'empêcher, ça pourrait affaiblir la Russie, en fait. Donc, on verra par rapport à ça. Maintenant, on n'a qu'un seul va-t-en-guerre qui reste quasiment dans le camp occidental pour soutenir l'Ukraine. C'est notre cher président français Macron, président français Emmanuel Macron, qui a déclaré que nos forces spéciales sont prêtes à affronter Poutine. Donc, les données ou des rumeurs disent que la France a que 3 jours de munitions. Bon, après, moi, je pense qu'il y a plus. Mais la France ne fait clairement pas le poids. Et même l'Europe ne fait pas le poids face à la Russie. La Russie, avec l'aide, bien sûr,
par exemple, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ouais, et qui plus est, peut-être la Chine derrière, voilà, en sous-marin. Donc, ça fait pas le poids. Clairement pas. Mais on verra ça. Donc, maintenant, côté chinois, on a fini l'Europe. Les régulateurs chinois demandent aux grandes banques d'intensifier leur soutien à Vanke, selon des sources. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a l'immobilier en Chine qui est en souffrance et qui s'effondre toujours plus. Voilà, il y a de moins en moins de gens qui achètent de l'immobilier. Enfin, la Chine, là, la population va diminuer même. Et donc, l'immobilier, c'est... Voilà, il y a plus personne là. Enfin, ça... C'est le désert un peu là-bas et ça s'effondre. Et là, on a bien sûr les Chinois qui demandent, les régulateurs qui demandent aux banques de financer ça, de tricher un peu, de réimprimer de l'argent pour soutenir l'économie. Vous voyez? Et donc, la Chine, elle, on attend hein, le plan de relance parce qu'ils vont faire comme les États-Unis, comme tous les autres pays, ils vont tricher. Ils ont les taux déjà bas, mais ils vont relancer une grosse planche à billets pour soutenir l'économie. C'est artificiel tout ça. C'est que de la triche. C'est pas vraiment les monsieur, madame, tout le monde qui travaillent et l'économie qui progresse. C'est plutôt l'argent magique qui est déversé pour soutenir les économies. Et là, regardez, preuve de la tricherie, le Japon qui évite une récession technique grâce aux données révisées. Donc, ils révisent leurs données hein, pour pas se dire en récession. Donc, ça, c'est de la triche due au du quatrième trimestre montrant une croissance de 0,4%. Donc, apparemment, maintenant, ils ont une croissance. Mais bien sûr, ils ont révisé tout ça. Hein. Ils ont mis ça à leur manière pour annoncer qu'ils ont une croissance. Vous voyez? Et le Japon a une population très vieillissante. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont voilà, en déflation. C'est-à-dire qu'ils ont une inflation élevée et ils n'arrivent pas à faire baisser, à relancer leur économie. Donc avec une inflation élevée, des prix chers et ils n'arrivent pas à relancer. Ils sont en déflation et bien sûr, normalement, ils flirtent avec la récession. La récession, c'est 2 trimestres d'affilée de leur PIB qui est négatif. Et là, bien sûr, ils l'évitent, mais c'est de la triche, puisqu'ils soutiennent leur économie ou ils révisent les chiffres pour se dire en croissance. Vous voyez? Et le Japon, bien sûr, c'est un pays qui imprime énormément d'argent pour soutenir son économie. C'est que de la tricherie. Donc voilà, par rapport à tout ça, voilà là où je dirais que c'est l'un des seuls endroits où ça va vraiment bien se passer. Parce que la Chine, qui doit devenir première puissance mondiale, on a des doutes. Ils ont du mal. Ils pourraient tomber même comme le Japon, tout ça. Par contre, l'Inde a déjà dit qu'il ferait au moins 5% de croissance. Donc c'est énorme. Et l'Inde, voilà, qui fonce, voilà, qui va passer, qui est troisième économie mondiale et qui va peut-être rattraper la Chine, voire les États-Unis plus tard. Donc là, l'Inde est en pleine expansion et en pleine croissance. Même les bourses indiennes, tout ça, c'est des records. Donc l'Inde signe un accord de libre-échange de 100 milliards de dollars avec 4 pays non membres de l'UE. Donc voilà, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse. Donc voilà, ils signent des accords pour leurs biens, tout ça. Donc là, l'Inde, ça se passe très très bien pour eux. On va passer aux cryptos. C'est la deuxième partie de la vidéo, ici. Et donc, les cryptos, c'est ce qui occupe aussi tous les esprits avec l'inflation. Et là, on a des records sur le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin qui a atteint un nouveau record de 71 000 $, alors que le Royaume-Uni ouvre la porte aux produits crypto négociés en bourse. Donc même le Royaume-Uni va voilà, s'ouvrir peut-être aux ETF Bitcoin. On va aller dessus dans un instant. Le Bitcoin qui a même flashé à 72K. Donc on va aller voir où il en est en live. Enfin, là, pendant que j'enregistre. Donc 72 000 sur le Bitcoin. Donc là, on a dépassé son ancien ATH de 69 000 et quelques. Maintenant, on navigue au-dessus des 70K. Et quand on regarde les catalyseurs, ça fait... Il n'y a rien qui peut empêcher le Bitcoin de monter. Donc là, on est en recherche de maintenant. On est dans une zone où on a des prix qu'on n'a jamais vus sur le Bitcoin. Vous voyez? Et donc là, on ne sait pas jusqu'où va aller le Bitcoin. Mais quand on regarde les charts et le cycle, on sait que bah, là, il n'y a plus rien qui peut l'empêcher d'aller au 100K rapidement. Donc attention, le Bitcoin là, sujet très très important. Ça peut aller très très vite là. Donc on va surveiller ça. Et donc voilà, comme vous l'avez vu, 72K, c'est énorme. Et alors où il en est actuellement, on va voir ça. Bon, il est redescendu légèrement en dessous des 72K. Là, il est à 71 900. Donc, ça bataille aux alentours des 72K. Vous voyez?
à l'heure où j'enregistre. Tout à l'heure, quand j'ai commencé l'enregistrement, ou plutôt quand j'ai préparé la vidéo, on était à plus de 72. Donc voilà, je vous ai montré les images de toute manière. Donc voilà, c'est très bien, ça fait que de monter. Ici, la bourse de Londres qui a confirmé qu'elle accepterait les demandes de cotation pour les ETN, Bitcoin, Ethereum. Donc je ne sais pas s'il s'est trompé. Ici, Goku, il a marqué ETN. Peut-être ETF Bitcoin, je pense. Ah, non, c'est vraiment ETN. Ah, il y a marqué là dans le document ici. Donc, The London, the exchange confirms the accept admission of Bitcoin and Ethereum ETN in the second quarter. Donc, ok. Tac, tac, tac. Bon, c'est bien ETN. Là-bas, ça se dit ETN et pas ETF. Et donc voilà, on a déjà les États-Unis, la première place financière mondiale avec Wall Street, New York, qui a accepté. Là, Londres, c'est la deuxième place financière mondiale, la deuxième plus grosse. Bon, un peu maintenant, vous savez, il y a Singapour, voilà, qui est là, et, comme une grosse place financière, où c'est le Singapour, c'est le futur. Vous avez aussi Dubaï, voilà, comme énorme place financière maintenant. Mais voilà, les grosses places financières historiques, c'est Wall Street et New York et Londres. Et là, bah maintenant, on a avec Londres les deux plus grosses places financières qui s'adonnent au trading du Bitcoin ou au tracker, à des produits qui vont pouvoir vous exposer au Bitcoin. Donc ça, très très bonne nouvelle. C'est la nouvelle du jour aussi. Hein. Avec les 72K du Bitcoin, c'est aussi l'autre énorme nouvelle. Et tout est bullish, bien sûr. Le Bitcoin à 72K, bah, ça porte le Bitcoin maintenant au-dessus de l'argent métal. Vous voyez? Donc on a dépassé Facebook avec tout, enfin Meta Facebook, avec tout ce que ça, vous savez, la capitalisation de Facebook, tout ce que ça comporte. C'est plus puissant que bah, ce qu'a amassé Facebook avec ses Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, tout ça. Donc c'est plus puissant. Le Bitcoin a accumulé plus d'argent que tout ça. Vous voyez? Et donc maintenant Bitcoin est à la trousse, on va dire, enfin voilà, et juste derrière, et talonne maintenant Google et Amazon. Vous voyez? Et ensuite, sous peu, il suffit que Bitcoin double et il pourrait aller chercher Saudi Aramco, Nvidia, voire Apple et Microsoft déjà. Donc d'ici la fin du bull run, il y a de grandes chances que le Bitcoin soit au-dessus et passe de la 8e à la 2e place, hein, derrière l'or. Donc ça pourrait arriver. Parce que le Bitcoin peut atteindre, d'ici la fin du bull run, peut-être les 3 ou 4 000 milliards de capitalisation. On est à 1000 et quelques, 1200, je sais plus. Mais là, on peut aller en dessous de l'or déjà. Avant, peut-être que le Bitcoin recrache en 2026 et qu'il retombe peut-être en dessous d'Apple et de Microsoft. Mais voilà, ça progresse très vite et ça efface toutes les grosses capitalisations là, des marchés. Vous voyez? Donc très très bonne nouvelle ça. Et donc voilà pourquoi le Bitcoin monte. Bah, c'est simple, les baleines sont de la partie. Les baleines, c'est les gros détenteurs, les multimillionnaires en Bitcoin qui possèdent d'énormes quantités. Ça peut être des entreprises, ça peut être des États. On les appelle les baleines. Vous voyez, c'est des gens qui ont accumulé énormément de crypto, énormément de Bitcoin. Et donc là, les baleines Bitcoin continuent d'acheter alors que le prix approche d'un niveau record. Vous voyez, et la volatilité atteint son plus haut. Donc cet article, il datait du 6 mars. C'est déjà il y a une semaine. Mais je voulais quand même vous le passer pour montrer que voilà, il y a une forte accumulation du Bitcoin. Vous voyez, et en fait, ça ne s'arrête pas. C'est là, même à plus de 72K. Au contraire, il y a un FOMO. Les institutions, tout le monde se réveille. Puisqu'on voit que le Bitcoin monte à des plus hauts. Tout le monde est en train de se dire, bah, c'est bon, c'est le retour des cryptos. Et là, les gens commencent à entrer. Donc ça va accélérer en plus la progression du Bitcoin. Vous voyez? Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri à court terme d'un crack, tout ça. Dans ma précédente vidéo, là, enfin mon avant-dernière, j'avais dit que direction les 74 000 avant un crash. Finalement, on a touché 70K, on a fortement crashé. On est revenu au 61 ou je sais plus. Et là, on est vite remonté. Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle target de price à viser pour le Bitcoin. Peut-être au-dessus des 74, peut-être les 60, 78, voire 80 avant que ça chute. On va voir, on va observer tout ça. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas grand-chose qui peut arrêter le Bitcoin là. Donc regardez bien ici, les grands détenteurs de Bitcoin ont augmenté leurs avoirs. Vous voyez, de 4177 bitcoins au cours des 7 derniers jours, soit une valeur de plus de 279 millions de dollars. Donc ça aussi, c'était une information de la semaine dernière, mais c'est énorme. Hein. Vous voyez,
les baleines ont augmenté leurs avoirs de 4177 bitcoins. Un bitcoin, ça vaut 70 000. Donc imaginez-vous 4177 qui ont été accumulés à la valeur de 70K. Vous voyez, c'est absolument énorme. Ça représente donc 279 millions de dollars. Vous voyez, d'achat des baleines, là, des institutions, tout ça. Franchement, c'est incroyable. Ici, on a Michael Saylor qui est en FOMO total. Lui, c'est un fanatique du Bitcoin et avec son entreprise MicroStrategy, où j'ai des actions justement de MicroStrategy parce que MicroStrategy va exploser ses records et ses bénéfices par action et ses chiffres, son chiffre d'affaires lorsqu'ils vont dévoiler leurs résultats, tout ça. Et donc, voilà, poussé par le Bitcoin et l'explosion des prix du Bitcoin, MicroStrategy explose l'entreprise là de Michael Saylor. Et c'est très très volatile en bourse, mais je veux en détenir. Parce que le prix fait que d'exploser. Et donc, Michael Saylor donc, vient d'emprunter encore 800 millions de dollars sur 6 ans, avec un minuscule taux d'intérêt de 0,625%. Donc c'est 200 millions de dollars de plus que prévu initialement. Parce que non seulement il avait acheté les fois précédentes, mais là il voulait encore mettre 600 millions d'achats. Mais au contraire, il a même emprunté jusqu'à 800 millions pour investir. Tellement il a une foi inébranlable en Bitcoin. Il sait que là on part dans un nouveau cycle. Donc il sait qu'il va y avoir une forte demande du Bitcoin et que les prix vont exploser. Donc là les 800 millions d'emprunts, croyez-moi qu'il va vite les rembourser. Hein. Ça va, là, il va les multiplier. Déjà, ça, là, il risque de les multiplier, là, d'ici de x3 ou x4 d'ici 2 ans, là, les 800 millions. Donc, il aura largement de quoi les rembourser, surtout avec ce taux très faible. Vous voyez? Donc, ça y est, regardez, 800 millions en plus sur le Bitcoin. Ne vous étonnez pas de pourquoi le Bitcoin est à plus de 72K. Vous voyez? Donc, aussi, malgré que Michael Saylor accumule pour son entreprise, la MicroStrategy, des quantités énormes, c'était quasiment le plus gros détenteur en dehors de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. C'était Michael Saylor avec son entreprise MicroStrategy qui avait le plus d'avoir en Bitcoin. Et bah, BlackRock a dépassé Michael Saylor et MicroStrategy. BlackRock accumule à une vitesse. BlackRock, c'est le numéro 1, c'est le fonds numéro 1, une vraie tentacule qui, voilà, ils ont proposé des ETF, voilà, des produits en bourse pour vous exposer au Bitcoin. Vous avez 11 émetteurs, mais tous les acheteurs vont chez BlackRock acheter du Bitcoin. Et parce qu'ils ont confiance en BlackRock pour la détention de Bitcoin. Parce que BlackRock, c'est bien plus sérieux voilà, que les autres gestionnaires d'actifs. Donc BlackRock, comme on sait qu'il n'y a pas de problème avec eux, c'est très carré, et ben voilà, c'est eux qui raflent la mise pour les investisseurs, pour voilà, acheter du Bitcoin pour leurs investisseurs. Donc voilà, BlackRock maintenant a désormais plus de Bitcoin que MicroStrategy. On a un autre milliardaire là, Bill Ackman, financier, financeur spéculatif, donc là, qui envisage Bitcoin. Hein. Donc Bill Ackman, c'est encore une autre personnalité très respectée dans le milieu de la finance. Tous ses conseils sont suivis de très près hein, par les plus gros chaînes de finance ou sites comme CNBC, tout ça. Et là, lui, il envisage maintenant d'acheter Bitcoin. Donc voilà, hein, Larry Fink, PDG de BlackRock, Michael Saylor, PDG, tout ça, c'est des milliardaires. Hein. Et là, Bill Ackman, vous avez Cathy Wood, Dark Invest, voilà, tout le monde en parle bien. On a même Elon Musk là, qui a fait des tweets en faveur du Bitcoin. Tout le monde est bully, tous les milliardaires veulent du Bitcoin, tous les investisseurs fortunés, voilà, accumulent comme des dingues du Bitcoin. Voilà, c'est pour ça, il n'y a que des raisons qui vont faire que le prix du Bitcoin va augmenter. Là, justement, le PDG de BlackRock, c'est cette personne-là, Larry Fink, qui dit que voilà, le Bitcoin est plus grand que n'importe quel gouvernement. Vous voyez? Donc là, quand des PDG d'une telle envergure déclarent ça, c'est que vous savez déjà que ça va bien se passer pour la suite. J'ai pas besoin de vous dire ça. Là, vous le savez, ça va très très bien se passer pour le Bitcoin là. Vous voyez? Donc, voilà, par rapport à ça, on a peut-être le futur président des États-Unis, ou en tout cas l'ex-président Donald Trump, qui dit que Bitcoin a été beaucoup utilisé. Et je ne suis pas sûr de vouloir le supprimer à ce stade. Vous voyez? Donc Bitcoin, Donald Trump n'envisage pas. Et de toute façon, il le sait très bien. De toute façon, que ce soit lui ou Joe Biden, ça pèse déjà trop lourd
pour envisager de, voilà, d'éteindre Bitcoin et de l'interdire. Ce serait une énorme erreur. Vous voyez? Donc là, Trump confirme en tout cas qu'il il est pas sûr de vouloir enlever le Bitcoin ou le supprimer. Parce que c'est beaucoup utilisé et il sait très bien que c'est une bonne valeur pour les gens. Vous voyez? C'est pas la monnaie qui se dévalue comme ça, tout ça. Donc ça, je vais le partager. Vous pouvez retrouver tout ça, hein, bien sûr, sur mon Twitter. Et donc voilà, hein, si on regarde les charts, je vais vous en montrer qu'un seul, il n'y a pas besoin. Voilà. Regardez, on a cassé ici la zone des 70K. Et ça nous rappelle une situation qu'on a connue en 2000... ici, 2000... tac, tac, tac. Alors, novembre. Alors, décembre, novembre, tac, tac, tac. Je crois que c'était en 2016, mais je suis plus très sûr. Ou dans le dernier bull run. Mais là, en fait, quand on est dans un raising wage, qu'on casse par la hausse, en général, on va très très haut. Et là, en fait, on a cassé ici. Vous voyez, le raising wage. Et en général, regardez, à chaque fois qu'on casse le raising wage, on explose. Une fois ici, deux fois, explosion ici, trois fois explosion. Ensuite, on a corrigé. Ici, regardez, on casse encore une fois et on explose. Donc là, voilà, on est maintenant dans, encore une fois, là, on vient de casser encore une nouvelle raising wedge. Peut-être c'était celle qui était tout en haut ici, là. Encore une fois. Et donc, man, ce que ça voudrait dire, bah, c'est que, voilà, comme le Bitcoin montre, on va exploser encore et aller chercher 80, 85K. Il n'y a plus rien qui stoppe le Bitcoin, hein. Tous les jours, il y a des accumulations en masse d'ETF Bitcoin, c'est-à-dire des produits qui vont vous exposer au Bitcoin sur la bourse, tout ça. Tous les jours, ça accumule en masse. Donc, le Bitcoin se raréfie jour après jour. Et donc, voilà. En plus, on a des événements majeurs comme le halving qui arrive. Donc, ça montre que, voilà, c'est très, très bullish puisque on va diviser encore les revenus, tout ça. Ça va faire augmenter le prix du Bitcoin. Donc, voilà, il y a pas mal de catalyseurs qui fait que le Bitcoin va largement, peut aller chercher les 100K. À partir d'ici, on verra ça. Donc là, on a Claude qui est un des plus des meilleurs chats conversationnels par rapport à l'intelligence artificielle, donc rival de ChatGPT. Claude qui est très bien développé, hein, et qui prédit le prix du Bitcoin pour fin 2024. Donc voyons voir ce qu'il dit. Et ici, Claude cible, voilà, prédit que Bitcoin se négociera entre 120 000 et 150 000 dollars d'ici la fin de 2024. Donc on est au mois de mars. C'est-à-dire qu'il nous reste à peu près 8 mois avant la fin de l'année. Et donc d'ici 8 mois, là, dans les 8 prochains mois, on nous dit que le Bitcoin sera plus de 100K, entre 120 000 et 150 000, d'après l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, c'est pas moi qui le dis, là, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais l'intelligence artificielle se base sur les données historiques, le passé, les choses comme ça. Et quand on regarde tout ça, voilà, ça montre. Et moi, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va le faire. On va aller entre 120 et 150 000. Ensuite, on va corriger, mais pour moi, ensuite, on va remonter et on va y aller à un plus haut à 300 000 dollars d'ici le fin 2025. Donc, au top, top, top du prochain bull run, on sera un Bitcoin à 300 000 dollars pour moi. C'est aux alentours, en tout cas très proche. Donc, et avant de voir un crash gigantesque qui refera, qui peut-être ramènera le Bitcoin en dessous des 100K et le ramènera peut-être à l'ATH de maintenant, là, les 70K là. Vous voyez? Donc, on verra si ça se présente comme suite. Maintenant, pour Ethereum. Ethereum est en train de surperformer même quasiment Bitcoin. Ethereum qui passe la barre des 4000 dollars. Donc ça, c'est symbolique. Vous voyez? Donc tout se passe bien pour Ethereum qui, ici, va peut-être avoir son propre ETF aussi. Donc ça, c'est quelque chose à pas oublier. Mais là, ce qu'on a aussi, ce qui hype l'Ethereum, c'est sa mise à jour. Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, vient d'annoncer une mise à jour d'Ethereum d'ici 72 heures. L'objectif est de réduire les frais de transaction de 60%. Bon, on aura toujours des frais qui seront plus chers que les réseaux, les deuxièmes couches comme Polygon Matic ou même que les concurrents directs comme Solana. Mais c'est déjà une belle avancée pour Ethereum parce que c'est largement plus utilisé. Voilà, et les gens ont toujours plus confiance en la blockchain Ethereum que les autres blockchains.
Parce que Ethereum est beaucoup plus décentralisé, a beaucoup plus de validateurs, tout ça. Donc voilà pourquoi Ethereum est favorisé. Et là, on a une mise à jour qui va considérablement réduire les frais et un peu augmenter aussi la scalabilité, la vitesse du réseau. Donc ça, c'est très important pour Ethereum. Maintenant, Vitalik Buterin, c'est cette personne, hein, le créateur d'Ethereum. Il est là, il dit que il a une crainte hein, par rapport aux ordinateurs quantiques. Parce que les super ordinateurs dans le futur, là, parce que là, vous savez, on développe des CPU, là, qui sont tellement puissants que les ordinateurs, voilà, peuvent travailler à la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques. Et là, bah, voilà, ça pourrait être utilisé à des fins pour pirater tout ça, la blockchain. Et en fait, Vitalik Buterin travaille pour protéger Ethereum, son réseau, bah, des attaques quantiques, on va dire. Vous voyez. Donc, il faut que, là, il dit, si les ordinateurs quantiques sont disponibles et que de mauvais acteurs sont capables de les utiliser pour voler les fonds des utilisateurs, la blockchain devrait alors être modifiée. Vous voyez. Donc, si on atteint la blockchain avec ce hack quantique, il faudra faire un hard fork du réseau, c'est-à-dire partir sur un nouveau réseau, en fait, couper le code et en fait couper le réseau et partir sur un nouveau réseau avec un nouveau code, la suite, on va dire, pour relancer un nouveau réseau. Parce que c'est comme si le réseau sera obsolète s'il subit une attaque quantique. Donc, il faut qu'il travaille sur ça pour contrer l'attaque quantique, on va dire. Donc, on verra s'ils y arriveront. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils finiront par avoir une protection contre les attaques quantiques. En tout cas, par rapport à Ethereum, on a même les institutions financières. Tout à l'heure, pour la nouvelle de Londres qui proposait les ETF, c'était les ETF Bitcoin, mais même Ethereum. Hein. Londres, avec ses ETN, bah, veut proposer des ETF Ethereum aussi. Hein. Et là, on a aussi Hong Kong qui envisage des ETF Ethereum pour renforcer leur position sur le marché mondial. Donc, on voit que les ETF Ethereum sont plus qu'une question de temps. On a déjà eu les ETF sur le Bitcoin, donc les produits qui vont vous exposer au Bitcoin. Maintenant, on va avoir des nouveaux produits pour les marchés financiers, les marchés traditionnels, qui vont vous exposer à Ethereum. Ça, c'est très très bullish pour Ethereum. Vous voyez ? Très bien tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, j'avais plein d'autres pages. Là, c'est bon. Donc voilà, là, Solana. Solana, alors, qui explose tout en NFT, qui fait mieux que Polygon Matic et Binance. Donc là, on a le volume des ventes hebdomadaires de NFT qui dépasse les 100 millions de dollars. Donc, c'est peut-être, on est proche d'un retour en puissance des NFT. Là, pour l'instant, voilà, tout le monde se concentre sur le prix du Bitcoin, les ETF, mais quand la hype vraiment des cryptos va revenir, les NFT vont fortement revenir. Là, c'est surtout les mêmes coins qui ont explosé. La hype des mêmes coins, Dogecoin et toute sa bande qui ont explosé. Là, on pourrait avoir le retour des NFT. Et là, ça alimenterait les réseaux qui montent ces NFT. Solana, Polygon, Binance, ils ont tous des réseaux qui vous permettent de vous exposer aux NFT. Et donc, ça ferait exploser leur crypto aussi. Donc, à voir. Regardez, le réseau Solana est tellement utilisé que et voilà, le stablecoin USDC est minté. Donc en fait, on a besoin de plus de liquidité pour, le réseau de Solana. Et voilà, on mint de l'USDC qui est un peu le stablecoin natif du réseau Solana. Et là, voilà, 250 millions de dollars d'USDC frappés au trésor de l'USDC sur Solana. Vous voyez ? En fait, ça prouve que Solana a besoin, il y a une forte demande de liquidité pour son réseau, pour user de son réseau, et ça montre tout le potentiel, toute la force de Solana à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Là, on a XRP qui est en train de bouillir et qui est pas loin. Là, on est comme, on va casser le triangle. Ça pourrait être très très bullish. Mais après, encore faut-il qu'il y ait des gros catalyseurs. Très bullish pour XRP qui l'aide à exploser son prix. Donc on verra si ça arrivera. Mais en tout cas, au niveau du chart, c'est très très bon. Hein. Là, on sort de là et on peut aller rapidement pour XRP, passer de 0, je sais pas combien de centimes à directement quasiment 12-13 dollars là.
Donc ça serait incroyable. Donc voilà, voilà. Après, les altcoins qui sont un peu en difficulté, hein. Là, ici. Tac, tac, tac. USDT dominance affranchie une ligne. Le plus grand all season depuis est en train de charger IMO. Donc là, je sais pas, ça a cassé par la baisse, la trendline. On pourrait aller chercher plus bas, mais ensuite pour exploser après. Mais en tout cas, voilà. Là, le Bitcoin est tellement fort que, bon, en contrepartie, les altcoins, peut-être laisse filer un peu. Parce qu'il y a eu un bon rallye aussi, hein, des altcoins, des meme coins, tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, surveillez ça. Mais en tout cas, faut pas s'inquiéter vraiment pour la crypto, hein. Là, c'est très, très bullish. Ici, je vous laisse dans le top des tendances crypto avec PP, le même coin, la crypto blague, qui est toujours top des tendances PP, qui alimente, voilà, qui alimente vraiment par la hype, tout ça. Et donc, en deuxième position, on a des chats. Donc, on va voir ce que c'est. Je crois que c'est des chats conversationnels. Ici, on dirait que c'est sur le réseau Binance. Voilà, social IA décentralisé, protocole et mine de données. Les chats utilisent des modules alimentés par l'IA pour créer des expériences sociales. Oui. Ouais, c'est la social faille, comme on appelle ça. Donc, on verra. C'est un chat avec l'intelligence artificielle, un peu comme ChatGPT. C'est pour le social. Donc, voilà, c'est numéro 2 des tendances. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle et le social, toujours en top des tendances. Voilà. Floki, Super Trump, ça c'est des meme coins, des crypto blagues. Super Trump, ça pourrait exploser, hein. Là, bah déjà, c'est plus 54% aujourd'hui. Mais je veux dire, avec l'élection de Trump, c'est une crypto qu'il faut avoir. Je vais la mettre dans mes favoris. Ce genre de crypto peut exploser, hein. Ces genres de crypto-là. Donc, là, vous voyez, ça, c'est sur le réseau. Il n'y a pas vraiment de réseau. On va aller voir le site. Donc, regardez ça. Ça peut exploser, surtout si Trump est dans l'actualité, tout ça. Donc, il y a des chances que cette crypto-là s'apprécie bien. Donc ça, je vous mets la lumière sur ce projet et les marchés qu'il compose. Bon, c'est sur, pour l'instant, c'est sur les DEX principalement. Les exchanges décentralisés, donc on-chain sur la blockchain. C'est pas encore sur un sexe comme quand je dis sexe, c'est exchange centralisé, hein. C'est pas le SEXE. Parce que là, je peux être censuré, là. J'aurais même pas dû dire ça. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais là, c'est pas encore, voilà, sur les exchanges centralisés, pardon. Ça va arriver sous peu. Mais dès qu'il y en aurait, peut-être que j'achèterai ça. On verra. Donc voilà, hein. Ensuite, pour le reste, vous avez Gala Game qui est revenu un peu sur le devant de la scène. Gala qui propose des plateformes de jeux, des plateformes de films et de musique. On verra si c'est le prochain Netflix ou des choses comme ça, on verra. Donc voilà, par rapport à tout ça, beaucoup de meme coins aussi, à Bitcoin, Chainlink, Pit, qui complète le top 10. Voilà, j'en ai fini. Beaucoup de valeur apportée dans cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dans d'autres vidéos, hein, pour parler encore du prix du Bitcoin et les perspectives. Bon, bon après-midi, hein. Force à nous. Allez, à plus.